Ok, chers amis, on est ici à Tai Kwun. Tai Kwun, c'est l'ancien commissariat de police de Hong Kong. C'était transformé en un lieu avec pas mal de restaurants, de bars, dont le restaurant Pasta. Pasta est membre du CFI. Il y a Ezio derrière moi qui est au téléphone, il est occupé. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Cédrine. Voilà, Cédrine est là. Et on va parler avec Cédrine pour tout savoir sur ce qu'elle fait. C'est super intéressant. Voilà, donc bonjour Cédrine, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais bien, merci. Ça va très Et bien. toi? Ça va très bien. Alors, si j'ai l'air un peu bizarre, c'est parce que je sors d'un rendez-vous avec un gars qui a été ancien gouverneur de Sainte-Hélène, etc. Il m'a fait boire 2 bouteilles de vin à 3. Donc, mais bon, ça va, là je suis au café, à l'eau. Il n'y a que Cédrine qui est en train de boire un Prosecco, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, bon, on va dire que c'est italien, c'est pas français, c'est pas du champagne, mais c'est bienvenu. C'est du pétillant. Voilà, et puis les Italiens sont nos amis, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, bon, ça fait très plaisir. À Hong Kong, on peut boire un verre, prendre un café sur une terrasse. On est bien. On est quel jour? On est le 20 février? Oui. Le 20 février. Quel temps il fait là? Il fait 20 degrés, peut-être un peu plus? Oui. Oui. Il fait chaud, on peut être en t-shirt. Il y a des gens en t-shirt derrière nous. Franchement, il fait plus froid. Non. Il fait froid à Hong Kong vraiment 2-3 semaines. Cette année, un peu plus longtemps, un mois. Mais on est bien en terrasse. Et bon, moi je pense que la vie est belle à Hong Kong. Et là, le but c'est d'échanger avec Cédrine pour savoir ce qu'elle en pense elle. Parce qu'elle est venue. Et moi j'aimerais bien savoir, Cédrine, pourquoi tu es venue à Hong Kong. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu es en train de faire maintenant? On sait que tu es dans la pâtisserie, pas mal de desserts, pas mal de choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer là-dedans? Est-ce que ça marche bien? Qui sont tes clients, etc. Et comment est la vie à Hong Kong pour ceux qui nous regardent de France? Voilà, comment tu te sens, tout simplement. Voilà, donc en tout cas, je t'invite à te présenter. Donc, je suis à Hong Kong depuis 5 ans et demi maintenant. Ce qui m'a fait venir à Hong Kong, c'est Hong Kong. Le New York de l'Asie, c'était une opportunité absolument… Ah, tu le voyais déjà comme ça? Tu voyais que ouais. c'était le New York de l'Asie? Le New York de l'Asie, c'est la Chine qui est en train de se développer, c'est la Thaïlande, le Vietnam pas loin, ça semblait… C'est magique, ça semble magique, cette haute culture, tout ce qu'on ne connaît pas, tous ces temples, ces religions qu'on ne connaît pas, c'était quelque chose que j'avais envie de découvrir. Et qu'est-ce qui t'a donné cette impression que c'est le New York de l'Asie? C'est des magazines, c'est des reportages que tu as vus sur M6, c'est quoi? Alors en fait, j'adore regarder des documentaires, particulièrement ceux qu'on peut voir sur France 5, genre Échappée belle ou genre les choses comme ça. Ah, je suis passé sur Échappée belle. Je l'ai vu. Tu l'as vu avant de venir à Hong Kong? Je sais pas. Je sais plus, mais bon… Et oui, c'est très attirant parce que ça semblait être un monde plein d'opportunités où effectivement il y avait beaucoup de Français et où les choses semblaient non pas bouchées comme elles peuvent l'être en France, mais au contraire ouvertes. Tu penses que c'est bouché en France dans certains domaines? Je pense qu'en France, c'est très compliqué en fait de faire bouger les choses. La France, c'est une vieille dame. Et pour la bousculer, c'est parfois compliqué, ce qui est normal parce qu'il y a toute une culture, il y a des traditions qui sont très fortes, qui se perdent malheureusement de plus en plus. Mais je suis très contente de voir qu'en France, on retourne à des vraies valeurs, à des choses vraiment basiques, à des gens qui font du pain, du vrai pain. Du pain, ça prend 24-48 heures à faire. Qui cultivent des variétés de blé, qui reviennent sur des variétés de légumes, sur des variétés de fraises comme les gariguettes, qui mettent tout ça en valeur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment chouette qu'on retrouve cette part puriste en fait de certaines choses. Et qu'on s'éloigne un peu du côté industrialisation, commercial, mondialiste, etc. On a des choses. La France est un pays magnifique. Donc si je t'écoute, j'ai l'impression que tu as envie de reproduire un petit peu ce qui se passe en France, mais à Hong Kong, c'est-à-dire toi, tu as un savoir-faire qui vient de la France, je dirais peut-être même plus du sud de la France, peut-être. Exactement. Et donc, on aurait de la chance de t'avoir toi à Hong Kong pour avoir… Moi, par exemple, j'ai fait un événement Galette de Roi à Hong Kong.
Et j'imaginais pas il y a quelques années avoir des couronnes, des gâteaux des rois, si on peut appeler ça. Exactement. Je pensais que tout le monde faisait des galettes, alors que le gâteau, la couronne des rois, c'était mon enfance. Mais depuis que je suis devenu expat, pour moi, la référence était ce que faisaient tous les Parisiens. Et donc j'ai redécouvert, grâce à toi, un petit peu la couronne, la galette, le gâteau des rois. Et donc est-ce que c'est un petit peu ça qui t'a inspiré, que tu as envie de faire à Hong Kong? Exactement. En fait, quand je suis arrivée à Hong Kong, je n'avais pas du tout prévu de lancer ce business de pâtisserie. Et ce qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est le manque que moi je ressentais et c'est les gens autour de moi. J'ai toujours cuisiné. Toute ma vie, j'ai toujours cuisiné. Du sucré, du salé, les gâteaux d'anniversaire, les bûches de Noël. J'ai toujours fait ça depuis que je suis ado. Voilà, c'était quelque chose c'était vraiment une passion et c'était le fait de donner aux miens, de donner quelque chose que j'avais fait avec mes mains aux autres. C'était un cadeau. Au tien, c'est-à-dire dans ta famille, dans ton entourage, mes amis, mes entourages, les dis-nous collègues tout, de travail. tu viens d'où en France et qu'est-ce que tu faisais comme pâtisserie, comme cuisine? Alors, moi je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Et quand j'étais adolescente, je faisais du babysitting pour faire 3 francs 6 sous. Et quand je gardais les enfants pour faire du babysitting, pour les occuper, j'aimais leur faire des cookies. Donc, j'ai commencé en fait comme ça. Ma mère cuisinait beaucoup, donc elle m'a donné un petit peu ce goût du partage, du don. Et donc quand je suis arrivée à Hong Kong, c'était pas du tout ce qui était prévu. Mais ça me manquait. Une terrasse de café, un peu comme ici. Ici, c'est quand même assez rare d'avoir autant d'espace et des terrasses comme ça. On a choisi ça exprès. On dirait qu'on est dans le sud de la France, là. Et ça me manquait. Et c'est vrai que nous, Français, on a tendance, à la fin de repas, à avoir envie d'un café d'une touche sucrée. Et ici, c'est assez rare de pouvoir trouver, c'est vrai, des bons desserts. On va trouver des desserts, oui, effectivement, mais c'est des desserts qui sont congelés, qui n'ont pas de goût, qui sont spongieux, qui n'ont pas de texture. Et quand j'avais mes amis venaient à la maison et que je leur faisais un dessert simple parce que j'avais pas, voilà, c'était pas non plus des choses exceptionnelles. Et ils m'ont dit mais pourquoi tu ouvres pas un business? Et voilà. Et de là, je me suis dit ouais effectivement c'est vrai. Si ça me manque à moi, si vous ça vous fait plaisir, il y en a peut-être plein d'autres aussi qui auraient envie d'eux. Et voilà. Et ce que je voulais vraiment quand j'ai ouvert, c'était vraiment donner quelque chose d'ultra classique. Les grands classiques de la pâtisserie qu'on trouve en France. Classique, c'est-à-dire simple. C'est-à-dire c'est-à-dire les choses qu'on avait le dimanche midi quand on allait manger chez la grand-mère, chez les parents, les grandes tablées. Voilà. Ce que je voulais, c'était ça. Des choses simples, pas industrielles, vraies, avec des bons ingrédients, parce que pour retrouver les goûts d'enfance, pour retrouver les goûts qu'on avait quand on était enfant, pour retrouver le goût de la France en fait. Certaines choses qui nous manquent de la France et qu'on trouve pas ici. Le goût de la France, comment tu le définis exactement? Parce qu'ici, tu as plein de boulangeries qui se disent boulangerie française. Si tu veux acheter un truc français, tu peux. Il y a des croissants et des pains chocolat partout. Alors quand tes amis, tu nous dis que tes amis t'ont dit pourquoi tu n'ouvres pas le business, qu'est-ce qu'ils ont ressenti eux? Ça veut dire quoi? Eux, s'ils veulent le dessert, ils en trouvent des desserts. Il y a les tartes au citron, il y a plein de choses. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont senti chez toi qu'ils ne trouvaient pas ailleurs? Je pense qu'il faudrait leur demander, mais je pense qu'en fait c'est la simplicité. Et je pense que c'est la simplicité et la pureté. Il y a un côté authentique, il y a un côté c'est ça, voilà, c'est le mot je pense qu'il y a un côté authentique qui fait que toi tu fais la cuisine toi-même et que c'est pas fait par une chaîne avec les mêmes ingrédients, etc. Donc le goût que tu apportes par ton savoir-faire personnel, qui viennent du sud de la France en plus, etc. C'est différent des grandes chaînes que tu as à Hong Kong où il y a peut-être un chef qui a montré ça à toute une armée de Hongkongais qui ont appris ça et qui font à la chaîne sans doute pas mal. Qui le font très bien. Qui le font très bien, mais c'est pas la même chose que quelqu'un comme toi qui fait ça avec, je sais pas, comme son amour, son savoir-faire qui vient de manière authentique du sud de la France. C'est ça la différence, je pense. Exactement. Simplicité, authenticité. Ça se sent quand tu vas chez les gens. Et c'est ça. Moi, quand je suis invité chez des amis, que je vais à la boulangerie, je achète un truc vite fait. Bon, je suis obligé, je l'avoue, je suis coupable, je participe au système parce que j'ai pas le temps. Mais c'est pas la même chose que si je commandais à toi, je prévois à l'avance. Comme par exemple, je fais un événement galette de roi, je te le demande, comme ça je te dis quelle quantité, etc. Et là, tu le prévois à l'avance, donc c'est vraiment différent. Tu sens que c'est quoi? C'est les ingrédients, c'est la méthode de cuisson. C'est frais.
Donc c'est frais parce que tu l'ajoutes et tu le fais maintenant et tu le livres maintenant. Voilà, on me l'a demandé pour tel jour, je vais le faire le jour même. Les chouquettes ici, elles sont pas bonnes, pourquoi? Parce qu'elles sont faites 1, 2, 3 jours à l'avance et forcément avec l'humidité qu'il y a ici, bah, c'est du chewing-gum. Après, elles sont congelées ou pas? Non, les chouquettes, non. Donc voilà ce qui fait la différence en fait entre ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle boulangerie et dans ce que moi je propose. Parce que tout ce que je fais frais. Évidemment, ça demande plus de temps, ça demande plus de logistique, plus d'organisation, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que vu le retour que j'en ai de tous mes clients, et merci à eux, c'est vraiment différent. Alors concrètement, c'est quoi que tu fais? Alors moi, je suis au courant de la galette des rois, je sais que tu fais des tartes au citron, tu fais des chouquettes, tu fais… Alors qu'est-ce que tu fais comme produit? Les grands classiques, les cannelés, les macarons, les madeleines, les millefeuilles. Je fais ma pâte feuilletée moi-même, roulée à la main, les Paris-Brest, les tartes aux fraises, les fraisiers, Saint-Honoré, brownie pour les anniversaires d'enfants. Je fais les gâteaux personnalisés aussi pour les enfants avec les décors. Si j'ai l'anniversaire pour mon fils, je peux te demander de faire un gâteau personnalisé. Absolument. Les couleurs, la décoration. Absolument. Je vais utiliser un minimum de pâte à sucre parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de donner à mes clients. La pâte à sucre, c'est du sucre, d'accord? Et donner du sucre, autant de sucre et de colorant aux enfants, ce n'est pas du tout dans ma philosophie. Donc il y a un côté qualité des ingrédients, nutrition que tu veux apporter qui n'est pas forcément… Les Hongkongais ne sont pas forcément conscients de ça. Non. Et les Hongkongais vont être un petit peu plus basés sur l'aspect visuel. Par exemple, pour un gâteau d'anniversaire. Il faut que ce soit joli, voilà. Que ça se vende. Ouais. Voilà, il faut que ce soit instagrammable, il faut que ça… Mes gâteaux le sont aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais simplement je vais utiliser des petits jouets par exemple, ou des petites choses comme ça qui vont faire que le gâteau va être aussi waouh, mais où on n'aura pas tout ce montant de sucre, de pâte à sucre, et qui sera aussi joli. D'accord, donc le côté artisanal, plutôt mieux pour la santé. Oui. Et personnalisé. Personnalisé en cas d'allergie, personnalisé en cas de femme enceinte, personnalisé en cas de… Voilà, donc ouais, c'est vraiment du one-to-one. Personnalisé avec de l'alcool, c'est possible ça? Avec de l'alcool, sans alcool. Je veux faire mon anniversaire, là, bientôt 40 ans, je fais la grosse fête, je me fais un anniversaire, un gâteau super cool pour mes potes. Là. Absolument. Une fois, j'ai fait des macarons à la tequila. D'accord. Eh ben, c'était super bon. Jamais essayé ça, d'accord. Ouais. Mais c'est un client qui t'a demandé ça? Un client qui m'a demandé, une cliente, exactement. Et pourquoi la tequila et pas la vodka ou whisky? Alors, je ne vais pas demander pourquoi elle voulait tequila. Mais en tout cas, ça sonnait bien. Mais voilà. Alors si on te demande quelque chose comme ça, tu fais quoi? Tu le fais ou tu poses la question, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Parce que moi, je peux demander des macarons au whisky, à la tequila, à la vodka. Est-ce que tu me dis, ouais mais Marc, tu me dis des conneries, ça sert à rien, ça va pas être pas bon? Ou est-ce que tu vas réfléchir, c'est quoi ton processus? Évidemment que je vais apporter mon conseil, évidemment. Si on me dit, voilà, je voudrais un gâteau comme ça, avec tel goût, et que je sens que la personne ne sait pas ou n'a jamais goûté, ou je vais demander si elle a déjà goûté cette association de saveurs pour être sûre qu'à la fin, elle ait quand même quelque chose qui la satisfasse. Donc non, je ne vais pas dire juste oui, non, si jamais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, je vais le dire. D'accord. Et donc le gars qui a demandé ça ou la fille, ils ont été contents des macarons tequila, ils ont adoré, oui. Alors comment ils ont mangé ça? Ils ont fait un repas normal et c'était le dessert, c'est ça? C'était le dessert. Je crois qu'ils avaient prévu un cocktail en fait. Ils avaient prévu de faire un apéritif spécial tequila en fait, et que voilà, pour accorder l'apéritif spécial tequila, il y avait les macarons à la tequila. Et ça, c'était une soirée privée d'anniversaire ou c'était entre amis, c'est ça? C'était entre amis, j'imagine, oui. D'accord. Alors tes clients, c'est qui? C'est des particuliers ou ça peut être des entreprises qui demandent ça pour un team building, le nouvel an chinois, ou tu fais ce genre d'événement? Donc, ma clientèle, c'est des clients lambda, ce qu'on appelle des particuliers. Des particuliers, exactement. Ou ça peut être effectivement des entreprises. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un team building avec l'équipe d'Hermès, qui était principalement des Hongkongais. On était une quinzaine et on a fait des choux à la chantilly sur un team building
une après-midi tous ensemble et tout le monde était là avec ses petits choux et c'était génial. C'était génial. Et l'équipe d'Hermès, c'était quelques Français, beaucoup de Hongkongais, c'est ça, je pense? Non, c'était que des Hongkongais. Que des Hongkongais. Que des Hongkongais. D'accord. Que des Hongkongais. Donc ça les intéressait quand même parce que c'est une marque française, ouais. de faire appel à la pâtisserie française. Donc ça, et comme c'est aussi des clients, c'est-à-dire que régulièrement pour leurs anniversaires, pour leurs fêtes, ils me commandent des choses. Là, ils avaient envie de faire une activité tous ensemble et ils se sont dit, ben, voilà, on va apprendre à faire ça en activité tous ensemble. Donc tu as quand même une database d'entreprises françaises qui te commandent, qui sont tes clients réguliers. Oui. Donc il y a quand même une certaine solidarité dans la communauté française qui font appel à toi. Oui, on est quand même très communautaire. C'est vrai qu'on va chercher, je pense que les Français ici vont chercher les bars français, les restaurants français, les événements français, la nourriture française, et c'est tout à fait normal parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que même si Hong Kong c'est magnifique, on va toujours tendre vers ses racines. Donc c'est bien. Ouais. Et puis Hong Kong c'est tellement un melting pot qu'il y a de tout. Donc c'est tout à fait accepté que voilà, on est là une communauté française et qu'elle-même s'organise pour se sentir comme si elle était en France, ou même je dirais même plus dans le sud de la France. Exactement. Et avec des saveurs personnalisées de Cédrine. Exactement. Et c'est super d'avoir autant de pouvoir, malgré tout, dans un pays étranger, rencontrer autant de personnes françaises. Et tout le temps, tout le temps. Parce que là, tu as quand même il y a une grosse communauté française à Hong Kong, donc du coup, tu as un grand potentiel de clients. Oui. Et c'est grâce à ça que tu arrives quand même à développer cela et que tu en es satisfaite. Voilà. Alors parce que moi je me demandais aussi, bien entendu tu as dit que tu as des amis qui t'ont dit pourquoi tu n'ouvres pas un business. Voilà. Mais après bon, moi j'ai des amis qui me disent ça dans plein de domaines. Je peux faire de la peinture, on me dit ouais pourquoi tu fais pas un atelier de peinture, je vais pas faire de la peinture, je suis nul à ça, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait la démarche de prendre ça au sérieux? C'est-à-dire tu aurais pu dire ouais c'est des amis, ouais j'aime bien faire la cuisine mais ça va pas être mon gagne-pain, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en fait, oui c'est vrai, j'ai envie de faire ça. Voilà, là maintenant je me dis pourquoi, parce que tu as senti une certaine vocation, tu as senti que ça n'existait pas déjà en Hong Kong, donc tu te dis que tu dois le faire. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as fait le choix de te lancer vraiment sérieusement à temps plein, pas comme si tu étais une banquière, tu faisais ça le week-end, mais ça à fond. Qu'est-ce qui t'a fait décider ça? La passion. La passion, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Que ce soit dans le côté cuisine ou dans le côté pâtisserie, parce que c'est le côté partage. C'est le côté partage. Un gâteau, tu ne vas pas le manger, en principe, tu ne le manges pas tout seul. Tu le partages pour un anniversaire. Tu le coupes, il y a un côté social, communautaire. Il y a un côté communautaire. Le gâteau en lui-même devient un événement, devient un moment, devient des souvenirs, devient… Donc toi, tu participes à créer cet événement. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Le partage, ça n'a pas de prix. Et en plus, la nourriture est un langage universel. N'importe où, dans n'importe quel pays, à n'importe quel âge, un bébé de 2 ans peut manger un gâteau. Peut manger un gâteau. Bon, pas un gâteau à tequila quand même, mais un gâteau. donc oui, c'est tous ces côtés-là qui ont fait que je me suis dit oui, vas-y. Ok, bah, super. Voilà. Alors comment ça se passe jusqu'à maintenant? Alors, ça fait combien de temps que tu as commencé ce business? On en est où là? Alors ça fait 3 ans et demi maintenant. J'ai commencé en mai 2020. Et j'en suis où? J'en suis à une période en fait où maintenant il faut que je développe beaucoup plus. C'est-à-dire que pour l'instant je faisais tout toute seule. Je m'occupais de tout, la logistique, la communication sur Instagram, le service clientèle, les commandes des ingrédients, l'organisation des plannings, les organigrammes, etc. La gestion des stocks, tout ça je fais tout toute seule. Et maintenant j'arrive à un moment en fait où j'arrive à un plafond où il faut que si je veux avoir une équipe. Voilà, si je veux grandir, il faut que je développe et que je laisse certaines tâches à des personnes des spécialistes qui vont faire que ça. Voilà, qui vont faire alors, que mais là, ça. c'est quoi tes besoins? Tu cherches des gens qui aimeraient faire plutôt de la com? Tu cherches des gens qui vont t'aider en cuisine? C'est quoi que tu cherches? Alors pour l'instant, ce que je cherche, ça va être à déjà avoir ma propre cuisine, parce que pour l'instant, ma cuisine, c'est une cuisine partagée. Donc je manque un peu d'espace, je manque d'espace de stockage, donc je n'ai pas les emballages que je voudrais, j'ai pas tout ça. Donc ce que je vais commencer à faire en fait, c'est développer en fait le capital de ma société pour pouvoir avoir ma cuisine, pour pouvoir employer des
personnes qui vont pouvoir m'aider en cuisine, pour pouvoir gérer également tout ce qui est le côté administratif, la comptabilité, tout ça pour pouvoir me dédouaner de tout ça. Donc des investisseurs. Donc des investisseurs, exactement. Donc si vous avez de l'argent à investir, tac. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu as déjà des compétences qui sont présentes sur Hong Kong, et est-ce que tu cherches des gens potentiellement qui ont envie de venir à Hong Kong pour t'aider, ou qui sont déjà à Hong Kong, qui sont intéressés par la pâtisserie? Parce qu'une fois que tu as l'argent, demain tu as l'argent, je te passe des millions de Hong Kong dollars, tu fais quoi? Où est-ce que tu vas trouver des gens qui vont t'aider, qui sont motivés? Il faut trouver les compétences. Non, ben justement. Tu en as déjà? Non, il a déjà plein de gens. En fait, par exemple, en cuisine, quelqu'un pour m'aider en cuisine, je ne vais pas chercher quelqu'un qui va déjà avoir des compétences. Ah, il faut commencer quelqu'un qui part de zéro, qui va apprendre de toi. Je veux quelqu'un qui veut apprendre, qui est avide d'apprendre. Voilà, parce que c'est là que cette personne-là va être le plus à même d'être ouverte et de recevoir en fait, et de pouvoir coller à la philosophie que moi je voudrais. C'est un peu comme les arts martiaux, je fais un peu mon parallèle, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui veut apprendre, qu'il apprenne de moi dès le début, ou qu'il a fait, je sais pas, du karaté avant et après qu'il doit changer sa technique, c'est autre chose. Donc en fait, quelqu'un qui, pour faire un parallèle par rapport en Chine, on dit souvent, par exemple, si tu veux goûter mon thé, il faut que tu vides ton thé d'abord. Voilà. S'il est à moitié plein, ta tasse, tu ne vas pas goûter exactement la saveur du mien. Donc vide ta tasse et après tu goûtes mon thé pour voir ce que c'est. Donc je pense que c'est un petit peu, c'est ça ta philosophie. Tu cherches avec quelqu'un qui est un jeune, qui est motivé, qui a envie d'apprendre, et toi tu lui apprends tout, tu apprends ta manière de faire la cuisine, de faire ton œuvre. Exactement. Et donc tu transmets en fait, tu transmets le savoir-faire. Le savoir-faire. Exactement. Et ce savoir-faire, tu l'as acquis en fait déjà, comme tu l'as dit, depuis ton enfance, tu as appris, etc. Et après, de nos jours, je suppose qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, tu proposes un panel de choses que tu n'as pas toujours appris depuis ton enfance. Donc, tu as appris je suppose que tu apprends en permanence. Tout à fait. Oui. Donc, comment tu fais tu rencontres d'autres gens dans le même domaine, tu regardes sur Internet des recettes, tu le fais quand tu vas en France. Comment ça fonctionne? Alors, ce sont beaucoup mes clients en fait qui vont me guider dans ce que je vais apprendre. Ils vont critiquer, ils vont dire non, plutôt. Non, ils vont demander. Ils vont demander quelque chose qui leur manque. Un gâteau qu'ils ont mangé quand ils étaient enfants dans une boulangerie, voilà. Et ils vont me dire, voilà, le gâteau c'était ça, ça, ça. Hein. Et là, à partir de là, je vais faire des recherches sur Internet, je vais voir, je vais trouver les recettes, et puis je vais échouer. Et je vais échouer. C'est en échouant qu'on arrive à faire après. Et je vais échouer une fois, deux fois, trois fois. Donc tu le testes toi-même, tu le fais toi-même jusqu'au moment où tu es vraiment satisfaite. Exactement. Que ce soit vraiment parfait. Exactement. Et après tu le proposes au client. Exactement. D'accord. Voilà. Moi je pense là tout de suite à une bûche glacée. J'ai du mal à trouver ça à Hong Kong. Oui. Le problème, tu n'es pas le premier effectivement de me demander les bûches glacées à Hong Kong. Bûche glacée, c'est de la glace, d'accord? Pour le transport ici, c'est très compliqué. Ah ouais, j'allais demander pourquoi il n'y en a pas assez à Hong Kong. Parce que c'est très compliqué. Les gens déjà, quand ils viennent souvent, parfois chercher un gâteau, ils ne pensent même pas avoir une glacière pour un gâteau simple. Donc une bûche glacée, voilà, il faudrait que ce soit livré en fait directement à domicile. Parce que le client, s'il vient chercher la bûche glacée dans le magasin par exemple, et qu'il rentre chez lui, qu'il en a pour une demi-heure, la bûche glacée, elle va arriver, elle va être fondue. Ça va. Ah, ça va, non, ça fond déjà une demi-heure. En une demi-heure, la glace, ça fond. Tu laisses une boîte de glace ouverte une demi-heure. À moins d'avoir un sac isotherme. À moins d'avoir un sac isotherme avec des pains de glace, etc. Donc voilà pourquoi on ne trouve pas de bûche glacée à Hong Kong, parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué au niveau de la logistique. On trouve de la glace à Hong Kong, il y a de la glace. Mais pourquoi il n'y en a pas dans les rayons des magasins? Il y en a un petit peu, je pense. Il y en a peut-être à City Super, mais il n'y en a pas beaucoup. Peut-être. Non, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Voilà, non. Et pourtant, il me semble que c'est pas trop difficile à transporter. Il y a des avions, c'est réfrigéré, etc. Donc pourquoi ça ne vient pas de France? Je sais pas. Il n'y a pas assez de demandes peut-être? Peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes parce que je ne sais pas. Moi, je sais par exemple pour les bûches de Noël, ce qu'on me demande beaucoup, c'est des bûches au beurre, des bûches de Noël traditionnelles, c'est-à-dire comme on les faisait dans les années 80, en biscuit roulé avec de la crème au beurre. J'ai une demande vraiment pour ça. Il y en a en compte de ça, non? Ou alors ils prétendent être ça, mais c'est pas vraiment le même goût. Voilà, je sais pas, mais je sais que moi j'ai une grosse demande pour ça en tout cas. Plus que, autant en tout cas que les bûches qui ont un super design, chocolaté ou au citron, etc. J'ai une vraie demande pour ces bûches-là. Qu'elles soient au chocolat, avec des saveurs simples, chocolat, praliné. Mais parce qu'il faut qu'elles soient instagrammables. Est-ce que tu les fais instagrammables? Bien sûr. D'accord. Voilà.
Ok, super. Bon, ben écoute, ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'art, sur ce que tu fais, un commentaire? Est-ce que tu es satisfaite maintenant comment ça se développe à Hong Kong? Qu'est-ce que tu recherches? D'autres commentaires sur la pâtisserie, sur… Non, non, pas autre chose à Alors, dire. les clients, c'est surtout des Français ou c'est de tout? Surtout des Français, effectivement. Surtout, ça veut dire quoi? Majoritairement. 60%, 90%? Oh, je pense que c'est… Ben, en fait, avec le temps, au départ, c'était 100% de Français. Quand j'ai commencé, c'était vraiment 100% de Français. Et au plus le temps passe, en fait, au plus le ratio descend. Et j'ai de plus en plus de locaux qui font partie de ma clientèle de base, fidèle. Alors, comment ils ont fait pour entendre parler de… Alors, comment ils ont fait? Je pense… J'imagine, parce que je n'ai pas demandé à chacun des clients, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de clients français qui ont commandé, qui travaillaient ici dans des entreprises, qui ont commandé pour faire un événement. Et donc ces personnes qui travaillaient avec ces Français qui travaillaient avec des clients, avec des locaux, et ben ces locaux ont goûté, ils en ont parlé à la copine, qui en a parlé à la copine, et puis voilà. Et puis en plus les enfants ici, il y a beaucoup de playdates, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de là. Donc ils se demandent, ils prennent la photo, ils se demandent qu'est-ce que c'est bon, voilà. Et donc à partir de là, en fait, ça a été un petit peu exponentiel. Ouais, et c'est génial. Ça montre, ça fonctionne, que c'est bon, les gens apprécient, donc tout à fait. Très bien, ok. Et en tout cas, plus globalement, la vie à Hong Kong, qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, je comprends que tu es là, bon, maintenant tu as créé ta boîte. C'est quoi ta perspective dans les prochaines années? Tu vas rester à Hong Kong? Un jour tu vas vendre ta boîte ou quoi? Ou est-ce que tu as envie de rester là? Alors déjà, d'où tu viens en France? Alors je suis née à Lyon et quand j'ai eu 17-18 ans, je suis descendue dans la région, dans le sud de la France en fait. Et j'ai passé plus de 20 ans dans parce que région. Lyon c'est le nord quand même. Hein. Moi je suis Marseillais, pour moi Lyon c'est pas le sud. Hein. Non, Valence, Valence, à partir de Valence c'est le nord. Okay. À partir d'Avignon, Et donc j'ai passé plus de 20 ans oui, dans la région de Marseille, Cannes, Nice. Voilà, j'avais toute ma famille qui était là aussi. Alors est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie de rentrer là-bas Est-ce que ça te suffit de rentrer en vacances ou est-ce que tu as envie de rentrer vivre là-bas? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à Hong Kong? Est-ce que tu es heureuse avec les délices de patience vers ça? Tu vas continuer pendant 10 ans, 20 ans? Ou est-ce que demain tu as envie est-ce que là tu te dis c'est bien Hong Kong mais je ne suis pas là pour gagner de l'argent, je veux rentrer en France, je veux rester dans le sud de la France? C'est quoi ton état d'esprit? Non, moi je suis très bien à Hong Kong, j'ai envie d'y rester très longtemps je pense. Il y a vraiment une qualité de vie ici. Alors c'est quoi la qualité de vie pour toi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire quoi, Hong Kong c'est le truc super capitaliste, il n'y a rien à faire, c'est trop cher, tout ça. C'est quoi? Comment tu définis la qualité de vie? Pourquoi c'est bien pour toi à Hong Kong? C'est vrai que au niveau du prix de la vie, oui, c'est vrai que c'est cher. Quand on voit le prix des loyers, si les choses sont aussi chères ici à Hong Kong, c'est aussi pas à cause du prix du loyer. C'est une répercussion basique, simple, voilà, c'est pas… les autres éléments de la qualité de vie à Hong Kong ici, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le climat. On est le 20 février, regarde, on est en t-shirt sur une terrasse. On pourrait presque aller à la plage, quoi. On pourrait presque aller à la plage. Et la sécurité, la propreté des rues, des villes et tous les services qu'on a ici. Moi, quand je suis arrivée, j'ai été très étonnée qu'on puisse se faire livrer autant de choses. Tout. Livré par Uber Eats ou par La Poste. Tout. Tu commandes, tu restes chez toi et tu as tout livré. Tu restes chez toi, tout. Et même des produits français commandés directement en France qui arrivent dans ta boîte aux lettres, et tout ça avec une fluidité absolument incroyable. Nous, en France, on se plaint de la poste tout le temps en disant oui, il n'est pas passé, mon colis, j'ai été obligé d'aller… Ici, tu n'as jamais un problème comme ça. Le système fonctionne ici, il n'y a pas trop de retard, tu ne vas pas dire il y a une grève demain, il n'y a plus de transport en commun pendant 3 jours, une semaine. Ouais. Et les transports en commun ici sont absolument fantastiques. La variété déjà des transports en commun et une fois, il me semble que je crois que les transports en commun hongkongais peuvent transporter plus d'1 million de personnes en 1 heure seulement. 1 million de personnes en 1 heure. Oui, il y a eu un classement des transports en commun dans le monde et je crois que Hong Kong est arrivé premier ou deuxième. En tout cas, ça fait partie des villes les mieux
desservi en transport en commun, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Et la logistique, est absolument fantastique. Donc ce sont tous ces éléments qui font que, ouais, il fait bon vivre à Hong Kong. Il fait un peu trop chaud souvent, mais il fait bon vivre. En tout cas l'été. En tout cas l'été, un peu chaud, un peu trop humide, mais... Et après l'été, tu fais quoi? Tu restes à Hong Kong? Tu préfères aller en France? C'est quand tu vas en France? Eh ben, j'y suis pas retournée depuis longtemps en fait. J'y suis pas retournée depuis 5 ans en fait. Waouh, depuis avant le Covid? Depuis avant le énorme. Covid. Ouais, énorme. Donc c'est vrai que... Ah, ça doit te manquer quand même. Ça me manque énormément. Et c'est vrai que j'aimerais bien passer un été français, oui. Bah, tu as de la famille, je suppose que tu n'as pas vu depuis tout ce temps. Non, oui, effectivement. Mais bon, on a la technologie maintenant, donc on peut discuter. Mais oui, mais non, j'y suis pas retournée depuis 5 ans. Donc oui, ça me manque. C'est quand que tu vas y aller, c'est prévu ou pas? Non, pas pour l'instant. Cet été? Non, pas pour l'instant. Ah ouais? Non. Parce que là, tu dois te concentrer sur... Le développement de mon entreprise. Exactement. Bon, alors là, j'ai compris que ton entreprise, ça marche super bien, tu as des clients qui sont fidèles et que tu es très satisfait de la vie à Hong Kong, ça marche bien, les réseaux, les transports, etc. Donc, tu es très content de la vie à Hong Kong. Et la France te manque, mais à quel point la France te manque? Est-ce que tu as envie de revoir le sud de la France? C'est quoi ton sentiment? Enfin, concrètement, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu vas rester à Hong Kong pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ou est-ce que tu te dis, un jour ou l'autre, tu vas rentrer en France, mais tu ne sais pas si c'est dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est quoi ton état d'esprit? J'en ai pas, en fait. Là, pour l'instant, tu te sens comme une expat à Hong Kong et tu ne te poses pas plus de questions. C'est-à-dire tu te concentres dans le business maintenant et après, on verra après. Ah, on verra après. C'est ça que je comprends là. On verra après. Et puis, je pense qu'en fait, tirer des plans comme ça sur la comète, c'est jamais non plus très très bon. Ça t'empêche d'avoir une certaine adaptabilité. Et si tu n'as pas d'adaptabilité, s'il y a un problème qui arrive, tu restes bloqué. D'accord. Donc je pense que faire des plans en disant dans 10 ans je vais être là, non. Laisse venir les choses et la vie fera le reste. D'accord. Bon, je vais être un peu plus ambitieux, je vois les choses à long terme. Imaginons que demain, voilà, tu trouves des investisseurs, ils ont vu la vidéo, ils t'envoient 10 millions de Hong Kong dollars, bon, je sais pas, tu recrutes, tu développes business à Hong Kong et on te propose de faire ça à Singapour, à Tokyo, tout ça, tu fais quoi? Ce serait mon rêve. Tu y vas? Ce serait mon rêve. Donc là. Voilà, je ne le dis pas trop fort parce que je commençais tout petit. Donc, non, mais il faut l'affirmer parce que pour qu'on comprenne la philosophie derrière, c'est-à-dire il y a une méthode, il y a une qualité des ingrédients, de la cuisine, etc. Il y a aussi un savoir-faire que tu veux transmettre, je suppose. Donc en fait, si tu as des employés, des apprentis qui sont là à Hong Kong, mais aussi au Japon, en Corée, etc. Je sais que les Japonais, les Coréens, ils sont très friands de pâtisserie française. Donc si ça vient de quelqu'un qui vient du sud de la France, quelqu'un comme toi, ça devrait être un plus. Donc pour l'instant, j'imagine que c'est ta priorité. Si demain tu as cette possibilité, tu la saisis. Absolument. Si j'ai cette possibilité effectivement d'ouvrir des points de vente, déjà plusieurs points de vente sur Hong Kong, et ensuite effectivement en Asie, en Thaïlande, à Pékin, à Shanghai, au Vietnam, partout où en fait, partout où on peut retrouver des Français, en fait, des communautés françaises, et puis faire découvrir ça effectivement. Et peut-être éventuellement ailleurs qu'en Asie, je sais pas, au Brésil, en Afrique, en Amérique du Nord, je sais pas, ça pourrait être possible aussi. Pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait que tu es venu à Hong Kong? Bon, tu m'as dit, tu as regardé les reportages, tout ça, et pourquoi pas au Brésil, au Canada? Il y a pas mal de Français. Là, en ce moment, il y a des Français qui se demandent où aller s'expatrier. Donc pourquoi en Asie et pas ailleurs? Pourquoi pas au Brésil, au Canada ou en Europe de l'Est? Parce que j'ai eu la chance d'avoir des contacts qui étaient ici et qui m'ont dit viens. D'accord. Et qui m'ont dit viens, ça va être super, on va... Voilà. Donc oui, c'est parce que j'avais des contacts ici et puis donc ça fait moins peur. Ça fait moins peur? Ça fait moins peur. Quand moi j'étais installée en France, j'avais une routine, j'avais un boulot, voilà. Et donc tout lâcher, tout quitter pour un pays étranger, ça peut faire peur. Un pays dont tu ne connais pas la culture, tu pars à l'aventure, tu ne connais pas le système, tu ne connais pas le système de santé, le système de justice, le système bancaire, il faut tout réapprendre en fait, donc ça peut faire peur. Et c'est vrai que le fait d'avoir des contacts ici, et de savoir que j'allais être accueillie. Ouais. Tu es rassuré, tu as des amis qui peuvent te guider, te dire tel quartier, quoi faire. Voilà. Alors, et après, bon, je dirais peut-être une dernière question. Honnêtement, comment est ton intégration à Hong Kong? Est-ce que c'est facile pour une Européenne de venir ici, etc. Est-ce que tu te sens chez toi? Tu es contente?
Est-ce que tu sens du racisme anti-française, etc. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Moi, c'est vrai que moi, je suis d'origine asiatique, donc je n'ai peut-être pas les mêmes problématiques. Mais il y a des Français, j'en sais, qui ont des offres d'emploi à Hong Kong. Je vois de temps en temps qu'ils mettent dans le groupe français de Hong Kong Facebook, ils disent « Ouais, j'ai une offre d'emploi, mais je ne sais pas si je devrais l'accepter. Comment est la vie à Hong Kong? Dis-nous la vérité, vous qui habitez à Hong Kong. » Donc toi, tu es à Hong Kong, est-ce que tu sens que tu vis bien, tu es bien intégré? Est-ce que tu sens que les Hongkongais te considèrent bien? Voilà. Comment tu vois la vie vraiment en dehors de la pâtisserie, le business, la vie à Hong Kong? Le contact. Tu es intégré? Alors, je suis parfaitement intégrée grâce à ma communauté et merci à eux. C'est quoi la communauté? C'est des Français, des Hongkongais? Des Français, des Hongkongais, des amis, mes clients, mes fournisseurs, tout ça. Donc oui, ça fait une intégration. Maintenant, quand je suis arrivée à Hong Kong, j'ai trouvé que le contact direct avec les Hongkongais était assez compliqué, c'est vrai, parce que ils sont assez timides, je trouve, en fait. Ils sont très timides. Comme la plupart des Asiatiques en général, ouais. Voilà. Et moi qui viens du sud de la France, bon, on a tendance à parler un peu fort, à s'agiter un peu. On a le sang chaud, on parle à tout le monde, on fait la bise. Voilà. Et ici, je sentais qu'ils étaient très réticents à tout ça. Mais non, j'ai jamais senti de racisme anti quoi que ce soit. Et une fois qu'on les a croisés plusieurs fois et qu'on a pu établir un petit contact, ils deviennent très amicaux et très chaleureux. Donc non, j'ai jamais senti de racisme anti-français ou anti... non. D'accord, très bien. Bah, écoute, super. Donc pour l'instant, très engagé dans tous tes projets. Alors dis-nous tout. Alors demain, il y a les Français qui veulent venir de France, ils viennent à Hong Kong. Ils regardent un peu ton point de vue. Alors il y en a par exemple, ils me disent est-ce que c'est une dictature, ces machins? Pour toi, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, tout se passe bien à Hong Kong. On peut très bien vivre. Non. Hong Kong, c'est pas du tout une dictature. Ou en dehors le Covid, le machin, tout ça. Parce qu'en fait, Hong Kong a perdu un peu dans son sex appeal. Avant le Covid et les manifestations, il y a plein de Français qui voulaient venir à Hong Kong. Aujourd'hui, il y en a moins. Et donc, de ton point de vue, on est bien à Hong Kong. On est bien à Hong Kong. Voilà. Le business peut se faire extrêmement facilement à Hong Kong. Ouvrir une entreprise, c'est très facile à Hong Kong. Le système administratif, c'est huilé, ça roule, c'est simple. Tu sens que tu as la liberté à Hong Kong. Il n'y a pas de privation de liberté d'expression ou quoi que ce soit, non? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai jamais cherché à exprimer des idées politiques marquées. Donc je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont des idées politiques marquées. Mais oui, effectivement, il y a un système qui est très... Il y a beaucoup de règles ici qu'il faut respecter, mais c'est vrai que si tu respectes les règles, si toutes les cases sont bien cochées, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Tout à fait. Voilà. Alors demain, maintenant il y a les Français qui sont à Hong Kong, ils ne te connaissaient pas. Comment ils font pour te trouver? Alors c'est quoi la page, le site internet? Comment on fait pour commander? www.lesdélicesdepatience.com. Lesdélicesdepatience.com. Voilà. Et sur lequel vous trouverez mon WhatsApp, mon Instagram, et il suffit de me contacter pour commander. Alors pourquoi patience? C'est quoi patience? Pourquoi patience? Alors patience, d'où ça vient? Patience, ça vient à l'époque quand j'ai créé ma page Facebook personnelle. Il y a un moment de ça, à l'époque on ne mettait pas nos vrais noms et nos prénoms sur internet parce qu'on avait peur de tout ce qui était les vols d'identité, tout ça, et puis c'était un peu nouveau. Et je lisais un livre de science-fiction à l'époque où les personnages étaient nommés selon leur qualité. Donc il y avait patience, chevalerie, loyal, vérité, etc. Et on me disait souvent oh là là, mais qu'est-ce que tu as comme patiente? Tu es vraiment très patiente, hein. Vraiment. Et donc du coup, j'ai choisi patience. Tu représentes la patience. Voilà. D'accord. Et donc c'est parti de là et c'est resté comme ça. Bon, on invite tout le monde à voir le site internet, les différents produits. Est-ce qu'il y en a un que tu recommandes plus que d'autres? C'est quoi ton œuvre maîtresse? Je sais pas. Aujourd'hui, alors demain, j'ai envie de commander, je sais pas quoi commander, je vais commander au hasard. C'est quoi le best-of? C'est quoi ton best-of? Mon best-of, écoute, je crois que mon best-seller, je crois que c'est le Paris-Brest. Paris-Brest. Je crois que le Paris-Brest, c'est un des best-sellers et c'est un des gâteaux qu'on me commande le plus. Mais sinon, après, c'est une question de goût. Il n'y a pas de... Voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Qui va préférer le crêpe fraisier, qui va préférer le gâteau au chocolat, voilà. D'accord. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, très intéressant. Merci pour tout.
Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Merci à vous qui, depuis, êtes fidèles et avez fait partie de la vie de mon business. Merci. Merci pour tout et je confirme la solidarité entre Français. C'est vraiment important à l'étranger. On est là, si on peut. Voilà, moi-même j'ai fait l'événement Galette des Rois. Si je peux, je commande à Cédrine, à Patience. Et je confirme, c'était vraiment excellent. Et encore en plus, j'ai un de mes enfants qui a eu 2 fois la couronne. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas truqué, tu peux rien s'il a eu la couronne. Mais c'est assez drôle. Donc il y a quelque chose. Je ne suis pas très superstitieux, mais quelque chose dans l'église de Patience. Donc Merci. essayez. Merci. 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 À bientôt. Au revoir.